Merci beaucoup, Monsieur Asselineau, pour cette revue de presse très fouillée. Alors, l'essentiel de cette revue de presse tournait autour du fait que les Américains ont fait des déclarations où ils ont exigé des solutions pour sortir de la crise de l'euro. Mais quelles solutions ils ont demandé? Ça peut être des solutions très anti-euro, demander d'utiliser la planche à billets, demander de stabiliser les marchés financiers d'Europe, c'est des solutions, ça. Je voulais juste dire que quand Obama ou Geithner déclarent qu'il faut trouver des solutions à la zone euro, mais qu'ils n'ont jamais donné $1 pour aider la zone euro et qu'au contraire, les banques américaines ont reçu l'ordre d'arrêter de prêter des dollars aux banques européennes l'année dernière, et la mesure continue encore, c'est quand même des mesures extrêmes pour inciter l'euro à s'enfoncer encore plus. Par rapport à George Soros, la réalité, c'est qu'il est positionné contre l'euro depuis maintenant fin 2009. Il a été très contrarié par les achats chinois. Il a même dit sur CNBC qu'il trouvait que les Chinois avaient très mauvais goût d'acheter l'euro parce que ça allait contre les positions qu'il a, lui, qui sont extrêmement baissières sur l'euro, tout comme la banque Goldman Sachs, qui à l'heure actuelle conseille ses clients de vendre l'euro. Parallèlement, les traders anglo-saxons sont les plus vifs critiques de la Banque nationale suisse, parce que la Banque nationale suisse a dû acheter beaucoup d'euros pour baisser son franc. C'est vous dire à quel point la Banque nationale suisse s'est retrouvée comme ça, de manière impromptue, la principale cible des traders anglo-saxons, simplement parce qu'elle a été obligée d'acheter des euros, ce qui a fait qu'elle a soutenu l'euro. Donc non, les banques américaines et Wall Street sont positionnées vendeurs contre l'euro, attendent son écroulement. Soros était le meneur de ce mouvement et ça se continue. Quant à la démission d'Axel Weber, il a été remplacé par Mario Draghi. On a dit que Mario Draghi... Non, Axel Weber est à la Bundesbank. Mario Draghi est à la BCE, succédé à Trichet. Il aurait dû prendre la présidence de la BCE, mais c'est plutôt Mario Draghi qui a pris la présidence de la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi, aujourd'hui, a une politique que j'estime être fondamentalement différente de celle de Ben Bernanke, le président de la Banque Centrale Américaine. La Banque Centrale Européenne a pris son propre chemin. Oui, elle va soutenir le marché de la dette européenne, mais elle exige en face de ça une rigueur et un désendettement de la part des gouvernements qui profitent de son aide. Donc il est très important ici de préciser que les politiques monétaires européennes et américaines ne sont pas du tout les mêmes et que l'Allemagne, à cause de justement des articles que vous avez cités et de ses résistances successives, a pu obtenir qu'il y ait une exigence de rigueur dans la zone euro, contrairement aux États-Unis où on fait marcher la planche à billets gratuitement et on n'exige aucun désendettement et où le mot austérité a disparu du vocabulaire des États-Unis depuis maintenant une vingtaine d'années et ils vont droit dans le mur. Donc, grâce à l'exigence de rigueur de la zone euro, l'euro est une monnaie aujourd'hui forte. Attendez, j'ai perdu le fil. Je voulais dire que, encore une fois, les déclarations officielles des États-Unis ne représentent absolument rien en termes d'aide véritable pour la zone euro, et que l'exemple le plus éloquent auquel on devrait se référer, c'est l'Angleterre. L'Angleterre a fait exactement ce que M. Asselineau aimerait que la France fasse finalement, c'est-à-dire qu'elle ait sa monnaie, n'est-ce pas, qu'elle puisse utiliser sa propre planche à billets pour ajuster son économie. Eh bien, l'Angleterre a utilisé la planche à billets comme personne ne l'a jamais utilisée. Elle est aujourd'hui le seul acheteur de la dette souveraine anglaise sur le marché, la Banque d'Angleterre. C'est vraiment une grande lessiveuse que la politique monétaire anglaise. La livre sterling est au plancher et l'économie n'a toujours pas redémarré alors qu'elle a utilisé exactement les mesures que vous prenez, c'est-à-dire de garder une monnaie indépendante, d'être en dehors de l'euro. Sa politique aujourd'hui est la plus désastreuse de toutes. Le taux d'endettement de l'Angleterre, le taux d'endettement total, il est de 900% du PIB. C'est vraiment un pays qui est en faillite complète et absolue et définitive, je veux dire. Et c'est lui qui est demandeur aujourd'hui vis-à-vis de l'Union européenne parce qu'il est vraiment dans un trou noir dont il est impossible de sortir. Donc la réalité, c'est que la seule chose, en fait, moi j'aime beaucoup vos analyses, je trouve que c'est brillant, extrêmement documenté, etc. Mais et juste. Vous omettez... Non mais, alors... Vraiment, moi aussi, j'aimerais qu'on soit vraiment constructif, mais vous omettez l'aspect des marchés de la dette. Il y a un marché de la dette européen, il y a un marché de la dette américain.
De la mort de l'un dépend la survie de l'autre, monsieur Asselineau. Ces deux pays, ces deux blocs, ces deux zones sont en faillite. Il n'y a que peu d'acheteurs. Les acheteurs, soit ils vont acheter la dette américaine, soit ils vont acheter la dette européenne. Ils ne peuvent pas choisir les deux. Donc les États-Unis ont réussi avec succès à occulter leurs propres problèmes de faillite en mettant l'accent sur la faillite de l'Europe. Voilà. Donc simplement, je suis là pour dire essentiellement, monsieur Asselineau, il y a une grande confusion dans le monde. N'ajoutez pas à cette confusion. Regardez vraiment qui sont les vrais ennemis de la France, qui sont, pour moi, les attaques américaines contre la zone euro sont tout à fait, on peut vraiment les prouver. Voilà, je ne peux pas prouver plus que ça, que la survie des États-Unis qui sont en faillite aujourd'hui dépend vraiment de l'échec de l'Europe. Et dès que, si vous regardez les marchés comme je fais tous les jours, dès que la dette européenne, les différentes dettes européennes remontent et se stabilisent, la dette américaine se met à chuter. Sa valeur chute et ses taux d'intérêt montent. Mais c'est mécanique. Vraiment, ces deux marchés, ça fonctionne en vase communicant. Si on veut que les États-Unis survivent, il faut que l'Europe coule. Parce que les acheteurs, ils vont choisir l'un ou l'autre. Le monde occidental n'aura qu'un seul survivant. Il y a la place pour une seule monnaie dans le monde occidental. Soit ce sera le dollar, soit ce sera l'euro. Et à côté, il y aura le yuan ou le renminbi, c'est-à-dire le yuan chinois, on l'appelle aussi renminbi. Mais il n'y a pas de place pour le dollar et l'euro. Et ça, les Américains l'ont compris. Et ils sont plus forts que les Européens dans tout ce qui est marketing, dans tout ce qui est médias, dans tout ce qui est, oui, un petit peu de propagande. Ça ne fait pas de mal. En matière économique, c'est essentiel. Et donc, ils modifient leur chiffre d'inflation. Leur chiffre d'inflation officiel est de 3% par an. Alors que si on utilise leur propre méthode qu'ils avaient dans les années 80... Oui, les Européens aussi, vous savez. D'accord. Maintenant, c'est les États-Unis qui font marcher la planche à billets depuis 10 ans. Les Européens viennent de commencer. Les États-Unis, ils ont 10 ans de planche à billets derrière, gigantesque. Il y a eu plus d'expansion monétaire que dans les 200 ans qui ont précédé de création des États-Unis. Donc le dollar est créé en quantité illimitée. Et l'hyperinflation qui existe est cachée par des chiffres qui officiellement sont de 3% par an, alors que leur propre méthode des années 80 montre que l'inflation aux États-Unis est de 10% annuel. Donc les chiffres du chômage, pareil, ils sont trafiqués. Vous parliez de 50% du chômage des jeunes en Europe. Eh ben, je peux vous dire que les 10% de chômage annoncés officiellement aux États-Unis, si on calcule toute la population découragée à long terme et qu'on l'intègre dans la population des chômeurs américains, on arrive à 25% de chômage américain. On est bien mieux que l'Espagne. Là, on est comme l'Espagne, en tout cas, aux États-Unis. Et donc, c'est une zone en danger. Elle est en déclin et elle fera tout ce qu'il faut, y compris couler l'Europe, son partenaire depuis la Deuxième Guerre mondiale, pour arriver à survivre comme superpuissance face à